Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. L'Union africaine veut accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2063, un programme qui compte toutes les actions pour le développement de l'Afrique sur les 50 prochaines années. C'est le repère pour les pays africains en matière de croissance. Une rencontre de haut niveau tenue à Abidjan. Ouverture aujourd'hui du congrès ordinaire du RHDP. Les travaux préparatoires tenus aujourd'hui, ils vont aboutir à l'adoption pour la mise en place des instances du parti. Les responsables annoncent une nouvelle offre politique. Demain est attendu le discours d'orientation du président du RHDP, Alassane Ouattara. Améliorer les conditions des populations de l'eau potable pour tous, c'est l'objectif du gouvernement réaffirmé par le ministre de l'Hydraulique. Tchagba Laurent était l'invité de Fraternité Matin. 14 milliards de francs CFA d'investissement prévus pour la distribution de l'eau. Développer l'Afrique au cours des 50 prochaines années, c'est ce qu'indique l'agenda 2063 de l'Union africaine, un atelier de haut niveau ouvert à Abidjan en présence du vice-président. Le chef de l'État ivoirien s'est vu confier par ses pairs de l'UA le challenge de champion pour la mise en œuvre de ce programme. Viviane Aïmé. Lors du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis-Abeba, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, s'est vu confier par ses pairs africains l'importante mission de champion continental pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, un vaste programme pour le développement de l'Afrique durant les 50 années qui viennent. C'est dans cette optique que s'est ouvert ce vendredi 25 janvier ici à Abidjan un atelier de haut niveau sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 et son premier plan décennal. Cet atelier organisé par l'Union africaine en collaboration avec le gouvernement ivoirien rassemble de hauts responsables de la Commission de l'Union africaine, des représentants des organisations régionales africaines ainsi que des organisations internationales. Objectif, définir un premier plan d'action pour une période d'au moins 10 ans, comme l'explique la ministre Kabanyale, qui est le point focal au plan national pour la réalisation du mandat confié au chef de l'État ivoirien par l'Union africaine. Comment l'Afrique planifie son développement sur les 50 prochaines années pour produire de la richesse par ses enfants, pour la répartir équitablement et pour faire en sorte que les Africains sortent de la pauvreté. C'est l'enjeu de cet agenda qui est un peu le repère pour les pays africains en matière de planification de leur développement à court, moyen et long terme. Le plan décennal dont le suivi a été confié au président de la République couvre la période 2014-2023. Ouvrant les travaux de l'atelier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rappelé la feuille de route confiée au champion continental par l'Union africaine, invitant l'atelier de haut niveau à l'enrichir par des propositions et recommandations. C'est le lieu pour moi de saluer le choix porté sur le président de la République de Côte d'Ivoire par ses pairs pour être le champion continental pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063. C'est un insigne honneur pour le peuple ivoirien. La feuille de route qui soutient ce mandat se décline selon les axes principaux suivants. Soutenir la vulgarisation et l'appropriation de l'agenda 2063 en favorisant l'engagement des autres chefs d'État. Impulser la mise en œuvre des 14 projets phares de l'agenda 2063. Aider aussi à la mobilisation de ressources financières pour le déploiement du cadre de suivi, évaluation harmonisé. Je voudrais vous assurer du grand intérêt que le champion pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 attache au plein accomplissement de la haute mission qui est la sienne par la volonté donc de ses pairs. Notons que les conclusions des travaux de cet atelier de haut niveau seront soumis aux chefs d'État lors du prochain sommet de l'Union africaine au mois de février à Addis-Abeba. Les partenaires techniques et financiers contribuent aussi au développement du continent. Le directeur régional du programme alimentaire mondial prend part aux travaux sur l'agenda 2063. En marge de cette rencontre, Abdou Dieng, reçu aujourd'hui par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, ils ont évoqué le lancement d'un centre d'excellence. Je vous propose d'écouter Abdou Dieng, directeur régional du PAM.
Je suis venu donc apporter une lettre d'invitation au vice-président pour être notre invité d'honneur au conseil d'administration du Programme alimentaire mondial qui va se tenir le 25 février à Rome. Et le vice-président nous a fait l'honneur d'accepter cette invitation sur le principe. Nous avons aussi discuté de la date de lancement du centre d'excellence qui est basé ici, et donc nous avons retenu la date du 25 mars comme étant la date de lancement pour le centre d'excellence. Voilà les deux sujets sur lesquels nous avons discuté et sur lesquels nous avons trouvé des points d'accord. L'actualité politique est marquée par le congrès ordinaire du RHDP. La rencontre a démarré aujourd'hui. Il s'est tenu au parc des sports de Treichville. Les travaux préparatoires, les militants sont venus nombreux pour prendre part à cette cérémonie. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. 9h ce vendredi, dernier réglage avant l'arrivée de la direction du RHDP dans cette salle du Palais des Sports qui refuse du monde. Ce vendredi s'ouvre la première phase du congrès constitutif du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Après plusieurs semaines de pré-campagne, le temps des travaux pour faire le lit du parti commence. 10h30, la cérémonie démarre avec la reprise à l'unisson de l'hymne national. Au pupitre, le ministre Amédée Kouakou, au nom du comité d'organisation, salue les quelques 10 000 congressistes statutaires présents pour ce rendez-vous. Le thème de ce premier congrès ordinaire du parti est RHDP, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Comme stipulé dans la note d'orientation du congrès, il s'est agi au cours des pré-congrès régionaux de relever les observations et les propositions des militants sur les textes fondateurs du RHDP adoptés par l'Assemblée générale constitutive du 16 juillet 2018. L'enjeu de ce congrès est de mettre en place les instances du RHDP et investir le territoire national pour proposer un nouveau contrat social aux Ivoiriens, conforme à l'idéologie du président Félix Houphouët-Boigny, qui est un idéal de paix et de rassemblement pour une victoire éclatante et incontestable de notre parti à toutes les élections en 2020. 4 commissions sont mises sur pied portant sur la politique générale, le processus électoral, la vie, le fonctionnement du parti. Président de la cérémonie, Henriette Dagli-Diabaté a dit sa foi en ce jour historique, point de convergence du vivre ensemble. Ce congrès est l'aboutissement d'un processus entamé depuis 2005, marqué de 2010 à nos jours par la gestion commune et inclusive de l'État par le RHDP. Il a permis à notre pays de connaître des avancées spectaculaires. Cette coalition nous a permis d'accéder au pouvoir et de nous y maintenir, de gagner toutes les élections, d'impulser le développement. C'est fort de ce succès que nous avons décidé de proposer à la Côte d'Ivoire un nouveau contrat social, transformer le RHDP en parti politique. Le RHDP sera puissant. Il est moderne parce qu'il dépasse les clivages habituels. Il appartient à la Côte d'Ivoire tout entière. Ce nouveau parti, le RHDP, est fort des valeurs qu'il inspire et désormais qu'il incarne. Nos enfants nous regardent, nos voisins nous regardent, nos devanciers nous regardent. Le comité en charge des travaux sera présidé par Iwi Bernard, avec à ses côtés plusieurs acteurs des différents partis et mouvements membres de l'Union. Demain, au stade Félix Houphouët-Boigny, le président du RHDP, Alassane Ouattara, va donner le discours d'orientation. Mais aujourd'hui, les militants se sont mobilisés pour prendre part aux travaux en commission. Herman Guivet. La cérémonie d'ouverture officielle du congrès du RHDP vient juste de s'achever. Si certains congressistes quittent la salle, d'autres y restent pour la suite des événements, les travaux en commission. Les travaux en commission, il faut savoir qu'il y a un gros travail préparatoire qui a été fait, qui a été très démocratique, puisque c'est toute la Côte d'Ivoire qui a travaillé à travers les pré-congrès éclatés qui ont été organisés. Cela a été fait très sérieusement, très consciencieusement. Toutes les propositions ont été remontées et il s'agira, à travers les travaux ici, de consolider tout cela. Dans la salle, il règne une ambiance particulière. On se cherche une place, on
pour pouvoir prendre part à ces travaux. Côté table de séance, on peaufine les derniers détails avant l'ouverture des consultations. Nous avons fait des travaux en commission pour les pré-congrès et nous les déversons aujourd'hui. Et là, nous sommes en train de nous mettre en place. Les militantes et les congressistes sont vraiment disposés. L'esprit est bien. Nous sommes contents. C'est ça les enfants du Fauboyant. Et parlant de la disposition des militants, nous retrouvons quelque part dans la foule certains visages bien connus de la sphère politique ivoirienne. Nous sommes venus pour participer aux travaux en commission, pour mettre sur pied les fonds baptismaux de ce plus grand parti, le plus grand parti de Côte d'Ivoire, afin de prouver aux yeux du monde la démonstration de force du RHDP dans la paix pour un grand parti conquérant à l'orée 2020. Logé 2 étages plus bas, la commission scientifique du Congrès travaille. Nous avons voulu voir de près ce qu'il en est. Nous sommes le bureau du Congrès, présidé par le ministre, l'ambassadeur Bernard, et nous assurons le secrétariat de ce congrès. On préfère discuter loin de l'objectif de la caméra. Nous devons nous retirer. Mais question, en quoi consistent ces réflexions? Les commissions ont commencé à travailler. Nous sommes au secrétariat général, n'est-ce pas, du Congrès pour préparer les documents, pour préparer le rapport général. Donc avec les projets de motion et de résolution, c'est ce que vous nous avez vu en train de faire tout à l'heure chez le rapporteur général, n'est-ce pas, du Congrès, et c'est ce que nous attelons. Et dès que nous aurons fini, quand nous aurons fait la synthèse, n'est-ce pas, des travaux de toutes les commissions, nous viendrons les présenter, n'est-ce pas, devant tout le Congrès pour adoption. Retour dans la salle où les travaux ont débuté. C'est une liste de tous ceux ou celles qui ont choisi de travailler avec nous. Venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire et même de l'extérieur, les congressistes exécutent dans la discipline leurs tâches. Plusieurs délégations venues prendre part à cet événement en vue de contribuer à la mise sur pied du RHDP unifié. Eux aussi prennent part au débat politique. Les journalistes interpellés sur leurs responsabilités, des écrits souvent à l'opposé de l'éthique et de la déontologie du métier. L'autorité nationale de la presse initie une rencontre avec les patrons de presse. Elle invite à plus de responsabilités. C'est ce que nous rapporte Serge Coléa. Ils sont souvent interpellés lorsque le débat en Côte d'Ivoire s'anime. En cette période où l'actualité politique gagne en intensité, l'autorité nationale de la presse pointe du doigt les journalistes, auteurs selon l'organe de régulation, de graves manquements en ce début d'année. Nous commençons à revivre ce que nous avons vécu il n'y a pas très longtemps. Et pour prévenir cela, nous avons estimé qu'il fallait appeler les responsables des rédactions. Ce que nous attendons, c'est que nous ayons des journalistes qui ne se mettent pas à la place des acteurs politiques, qui ne se transforment pas en répondeurs automatiques, qui ne s'entre-déchirent pas. Au cours de cette rencontre, les directeurs de publication, les rédacteurs en chef et autres responsables des journaux ont été mis face à leurs responsabilités professionnelles. Il est vrai que nous sommes dans un environnement très sensible. Notre responsabilité est donc une responsabilité qui est visible partout. Il nous appartient, nous journalistes, de faire mentir ceux qui pensent que nous sommes à l'origine de tout ce qui se passe. À l'observation, chaque jour, quand on regarde les titres des journaux, des titres enflammés, la presse gagnerait à vraiment épouser son orthodoxie pour que le public n'ait pas la peur du lendemain. Les acteurs de la presse ont été invités à informer leurs lecteurs sans passion, dans le respect de l'éthique, de la déontologie et surtout en se conformant aux règles de la loi sur la presse de 2017. Je vous le disais en début de journal, le gouvernement s'engage à fournir de l'eau potable à toute la population. Un investissement de 14 milliards de francs CFA nécessaire. Le ministre de l'Hydraulique était hier l'invité du groupe Fraternité Matin. Tchagba Laurent a parlé des travaux initiés pour satisfaire les ménages. Des explications avec Francis Boifo. 14 milliards de francs CFA nécessaires pour résoudre la question de la distribution d'eau potable dans les ménages à Abidjan. Il s'agit de construire 200 km de canalisation dans le district.
Les infrastructures existantes présentent des risques d'exploitation à certains endroits. Ces canalisations d'eau sont superposées à la canalisation d'eau usée. Donc, nous ne voulons pas prendre de risque de distribuer de l'eau à partir de ces canalisations qui sont superposées. Le gouvernement a donné l'autorisation pour que ces canalisations soient dérivées et les travaux sont en cours. C'est pourquoi nous demandons la patience des populations. À l'intérieur du pays, le programme Eau pour tous, dont les travaux sont annoncés pour ce premier trimestre, devrait apporter des réponses aux préoccupations des populations. Ce programme va coûter 200 milliards de francs CFA à l'État. Nous devons réaliser 200 châteaux d'eau dans ces chefs-lieux de sous-préfecture qui n'en ont pas. Ce programme va prendre en charge 450 000 familles, 21 000 pompes vont être réhabilitées, mais mieux, en les réhabilitant, nous allons les adapter de l'écosystème solaire pour que nous puissions traiter le problème de la pénibilité des femmes. Face aux journalistes, le ministre de l'Hydraulique a fait cette précision relativement à l'anarchie dans le secteur et à la qualité de l'eau distribuée par la SODECI dans les ménages. L'eau de la SODECI on met à la disposition de la population est une eau potable. Tous ceux qui sont en train de contrevenir aux dispositions légales puissent être ramenés à l'ordre. C'est-à-dire des privés qui font des forages bizarres, qui commencent à donner de l'eau aux populations. Ce genre de choses-là, nous allons lutter contre ça. Les populations qui font des branchements parallèles sur le réseau de manière frauduleuse, qui prennent de l'eau de ceux-ci, qui mettent dans des sachets, dans des bouteilles, qui disent que c'est de l'eau minérale, nous allons lutter contre ça, parce que ce n'est pas légal. Laurent Tchagba rassure les populations de l'engagement du gouvernement à leur offrir de l'eau potable. 1300 milliards de francs CFA devront être investis d'ici à 2020. En attendant, le gouvernement a décidé de distribuer de l'eau à partir des citernes de l'Office national de l'eau potable pour faire face à l'urgence. Un autre secteur qui se veut compétitif, le pays fait face à un déficit d'ingénieurs et de techniciens dans le domaine des mines. Le gouvernement a lancé hier un fonds de formation minière. Il va permettre de financer la formation des étudiants ivoiriens. Plus de détails avec Lansine Bakayoko. La Côte d'Ivoire veut se positionner comme un des principaux pôles miniers de l'Afrique de l'Ouest sur les 10 prochaines années. Cette ambition de développement est contrariée par un défi majeur. Ce défi, c'est celui de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. En effet, parler du développement du secteur minier, c'est d'abord évoquer ces sociétés minières confrontées depuis trop longtemps à notre goût à un déficit d'ingénieurs et de géologues ivoiriens qualifiés et qui se voient obligés d'importer à grands frais des compétences étrangères pour leurs activités de recherche et d'exploitation minière. Au 1er janvier 2019, l'administration ivoirienne ne compte que 120 agents de profil minier répartis entre 45 ingénieurs, 42 ingénieurs des techniques et 33 techniciens des mines. Moyenne d'âge, 44 ans. D'ici 2023, 56 de ces agents seront appelés à faire valoir leur droit à la retraite, soit 47% des effectifs. Conséquence de cette pénurie, le renchérissement des coûts de production avec en toile de fond son impact sur la compétitivité du secteur minier ivoirien. Disposer de ressources humaines en qualité et en quantité devient donc plus que jamais un impératif catégorique pour le développement du secteur minier. D'où l'intérêt d'adopter cette année un plan de recrutement assorti d'un plan de formation d'ingénieurs et de techniciens dans le domaine des mines et de la géologie sur la période 2019-2020. C'est ce qui justifie la mise en place du fonds de formation minière créé par le président Alassane Ouattara. Ce fonds, alimenté par tous les titulaires de permis d'exploitation, sera au bénéfice des agents de l'administration des mines, des ingénieurs miniers et des géologues ivoiriens et bien sûr des étudiants.
Le Conseil national des droits de l'homme veut mieux protéger les populations contre toutes les violations de leurs droits. Le CNDH a ouvert mardi dernier le deuxième cycle de formation. 103 personnes, dont des guides religieux, seront formés sur 4 mois. Reportage. C'est un programme d'éducation aux droits de l'homme que met en place le CNDHCI. Le Conseil national des droits de l'homme veut ainsi donner les outils nécessaires à ses apprenants pour garantir une meilleure protection des populations et promouvoir les droits de l'homme. La formation s'achève en avril. L'accent sur le droit international, les droits de l'homme et le droit pénal international, et des modules sur, par exemple, les défenseurs des droits de l'homme, des modules sur les techniques de rédaction des rapports alternatifs dus aux organes de traité seront aussi dispensés à nos 103 auditeurs qui ont fait confiance au Conseil en s'inscrivant pour prendre part gracieusement à cette formation. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré, inscrit cette formation dans la continuité. En 2018, s'est tenu le premier cycle avec 150 auditeurs. Ils ont reçu leur parchemin à l'occasion de cette nouvelle rentrée. C'est un sentiment de fierté de recevoir aujourd'hui ce certificat qui va me permettre de faire valoir ma fonction en tant qu'organisation de la société civile, et je veux bien utiliser ce diplôme-là pour pouvoir aider l'organisation à promouvoir les droits de l'homme ici en Côte d'Ivoire. C'était donc important pour moi de renforcer mes capacités, mes connaissances donc en matière de droits humains et en tant que responsable projet, de pouvoir donc les appliquer dans la conception et la conduite des projets amenés au sein de mon organisation. La représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire a prononcé la conférence inaugurale. Joséphine Charlotte Mayou-Makala a insisté sur la nécessité d'améliorer la connaissance des droits de l'homme en Afrique. Le gouverneur du district d'Abidjan fait don à 14 ONG des kits alimentaires offerts à ces organisations. Ces ONG œuvrent dans l'encadrement social. Ils ont bénéficié de ce geste d'une valeur de 14 millions de francs CFA. Franco Quadio. Des dons pour soulager les plus faibles, les moins nantis. Janvier 2019, le district autonome d'Abidjan distribue des kits alimentaires, plus de 10 tonnes d'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA au bénéfice de 14 ONG et institutions sociales. Thierry, vice-gouverneur, et Adama Dosso, directeur général de la promotion humaine, au nom du gouverneur Robert Begremambé, ont à la remise des kits aux ONG réaffirmé la volonté du district de soutenir et colorer du mieux possible le quotidien des populations. Après le don dans la cour de la Pairie au plateau, la caravane de la distribution a parcouru plusieurs sites, notamment l'orphelinat Garçon de Bingéville. Là aussi, des pensionnaires et encadreurs heureux n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux donateurs. Notons que chaque année, 600 millions de francs CFA sont alloués aux actions sociales à travers le district autonome d'Abidjan. Fin du Salon international de la sécurité et de la défense, une rencontre tenue à Abidjan pendant 4 jours. La protection et le contrôle des frontières étaient au cœur de cette édition. Retour sur le Shield Africa 2019 avec Abou Sanogo. Un autobus lors d'un ramassage à la station de bus est pris d'assaut par 4 individus, encagoulés armés de fusils AK-47. Ils effectuent des tirs et sous la menace de leurs armes, contraignent les passagers à embarquer et obligent le conducteur à démarrer pour une destination inconnue. La frappe, la force de recherche et d'assaut de la police, désignée comme force leader pour résoudre la crise, réussira à neutraliser les terroristes et à libérer les otages. Une démonstration dynamique pour démontrer le savoir-faire de la frappe en matière de lutte contre le terrorisme et la libération d'otages en ce 4e et dernier jour du Salon international de la sécurité intérieure et de la défense Shield Africa 2019, en présence du secrétaire d'État au budget Moussa Sanogo, qui a par la suite visité plusieurs stands d'industriels venus pour partager leurs expériences et présenter leur matériel. Ça nous permet d'avoir à disposition une offre large et variée, et c'est sans qu'on ait forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour savoir quel type de matériel il faut pour équiper nos forces.
Autre visiteur à cette grande exposition africaine pour la sécurité et la défense, Fidel Sarasoro, le secrétaire général du Conseil national de sécurité, une plateforme qui se présente comme le carrefour des technologies de sécurité. Je suis particulièrement impressionné par d'abord le nombre de sociétés qui sont venues en Côte d'Ivoire exposées ici, et deuxièmement par la qualité et le degré de sophistication du matériel qui est exposé ici en Côte d'Ivoire. Shield Africa 2019, un succès selon les exposants. Ces quelques jours passés m'ont permis de bien écouter, de bien découvrir et de bien être en contact avec ces utilisateurs-là de ces équipements spéciaux et de partager avec eux aussi les expériences des autres armées. Nous avons participé dans plusieurs pays, mais la Côte d'Ivoire est surprenante. Rien qu'à la 5e participation, ce que nous avons vu est extraordinaire. C'est un salon qui, pour nous, est une très belle vitrine sur tout ce qui est Afrique de l'Ouest, mais pas seulement, Afrique subsaharienne particulièrement. Et je dirais que nous avons une très belle qualité des délégations reçues sur le salon. Shield Africa a permis aux responsables africains, publics ou privés, de rencontrer des industriels du monde entier en vue de rechercher des solutions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il a été mis sur pied en 2013. On reste avec Abou Sanogo et parlons cette fois de 429 militaires et gendarmes admis à faire valoir le droit à la retraite. Ils ont reçu un chèque de 2 milliards de francs CFA du Fonds de prévoyance militaire. Et ils ont rendu de bons et loyaux services aux armées et à la nation ivoirienne. Appelés à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 31 décembre 2018, 429 militaires et gendarmes, officiers et sous-officiers, ont perçu leur aide au départ d'un montant total de plus de 2 milliards de francs CFA du Fonds de prévoyance militaire, somme qui est le cumul de leurs droits déterminés sur la base de la durée dans le plan de retraite, du cumul de cotisations des différents grades d'avancement majorés, d'un coefficient multiplicateur pour le plan entraide de fin de carrière et rémunéré à un taux d'intérêt minimum pour le plan épargne retraite mutualiste. Aujourd'hui, vos droits de retraite vous accompagneront dignement en attendant le versement de la première pension de retraite. Je souhaite à chacun de vous une utilisation efficiente et fructueuse de votre aide au départ à la retraite, ainsi qu'une retraite très heureuse. C'est une entraide, c'est une aide à la préparation de la retraite. Je voudrais publiquement dire mes félicitations au Fonds de prévoyance militaire d'avoir mis en place cet outil ô combien précieux qui nous permet tous d'envisager l'avenir, la retraite avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance et de sérénité. Le Fonds de prévoyance militaire est une société de secours mutuel et de prévoyance sociale créée en 1992. Il a pour mission de soutenir les militaires et gendarmes à la retraite et les familles des soldats tombés au champ d'honneur ou morts de maladie. Lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. 3 structures mutualisent leurs forces. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'Inspection générale des finances et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. L'objectif est de mieux sensibiliser les populations sur l'impact de la corruption sur l'économie nationale. Le reportage de Francis Boifo. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui a pour mission de lutter contre la corruption, les détournements de deniers publics et autres infractions assimilées, ne peut toute seule mener à bien une telle mission. Nous n'avons pas de structure d'audit sophistiquée, donc on peut utiliser les autres moyens dont l'État de Côte d'Ivoire dispose. C'est tout l'intérêt de cette signature de convention entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Inspection générale des finances au regard de ses missions. À travers les travaux que nous faisons, des travaux d'inspection, d'audit, d'évaluation, pour que l'État d'abord paye la bonne dépense, pour éviter la fraude, pour que les gens payent vraiment leurs impôts. Nous voyons les zones à risque au niveau des finances publiques que nous signalons. Donc, notre travail au quotidien vise à renforcer en quelque sorte la haute autorité. L'institution a également signé un partenariat avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Le Trésor est engagé à lutter contre la corruption et les détournements de deniers publics. Plusieurs dispositifs ont été mis en place. Il s'agit de la mise en place de l'applicatif d'écoute client dénommé Baobab
et d'un numéro vert permettant aux usagers de dénoncer les pratiques non conformes aux règles d'éthique et de déontologie. Du renforcement des missions d'inspection par la création des antennes régionales de l'inspection générale du Trésor. Il s'agit enfin de l'institution de l'audit interne au sein du Trésor public. Par ce dispositif, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a fait le choix de mettre l'accent sur la prévention et sur une présence dissuasive contre la corruption. Cette mutualisation des forces s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur la bonne gouvernance et l'application stricte des sanctions prévues par les juridictions et institutions. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Dabiré a présenté hier son gouvernement de 31 membres. 7 nouveaux font leur entrée, tandis que 9 remerciés, dont des cadres du parti au pouvoir. C'est le cas de Simon Compaoré, ministre d'État chargé de mission à la présidence. Le président Roch Marc Kaboré s'est prononcé sur cette nouvelle équipe gouvernementale, je le cite. « Je souhaite beaucoup de succès aux membres du gouvernement qui vont se mettre immédiatement à l'ouvrage pour répondre aux attentes fortes et pressantes de notre peuple », a tweeté Roch Marc Christian Kaboré. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.